frustrée par mon père à cause de ma passion pour la musique. Bien reculé à l'époque, maintenant ça va, même dans le football. Avant, tu as dit à ton enfant va te dire, papa, je vais jouer au foot. Mais à l'époque, on définissait le football comme étant 22 gaillards qui courent après une boule. C'est ce qu'on a, c'est comme ça, 22 gaillards, c'est 11-11, 22 gaillards courant après une boule, dont un idiot dans les poteaux en train de chercher à attraper cette boule-là. C'est comme ça qu'on définissait le football. Et aucun parent n'acceptait même que son enfant joue au football. C'est les Didier Drogba, les Yaya Touré, les Messi qu'on fait aujourd'hui. C'est même pas la musique. Toi, tu chantes, ça a te donné quoi dans la vie? Les parents n'acceptaient pas. Je vais profiter pour vous dire, vous n'allez jamais prospérer dans un métier. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y a une conjonction de subordination dans un métier dont le père... C'est pas grave. Dont le père s'oppose. Exactement. Ça n'oppose. Ça, je peux pas dire que ce soit ça, mais bon, c'est ça. Voilà. Donc là. vous faites un métier, si le père compte, nous c'est ce que nous appelons, chez nous les mandingues, nous les gros, la baraka. Vous n'allez jamais voir la baraka dedans. Vous êtes là, vous faites la musique, votre père ne vous a pas béni, et quelqu'un, vous faites des albums. Et quelqu'un lui fait seulement un single, souvent même là, c'est un mini-single seulement même. Et puis ça prend, toi tu comprends, alors que toi tu fais 52 chansons sur un seul album, et ça prend pas. Et souvent même c'est au 52e album, et puis le deuxième morceau même qui marche. Vous êtes étonné, parce qu'il n'y a pas la baraka, il n'y a pas cette grâce des parents là-dedans. Donc je ne vais pas vous blaguer, le père, c'est quoi on dit père dans la famille. Papa, c'est lui qui a essayé de débader, tout ça les poils, c'est le chef de famille. Et c'est lui qui donne les bénédictions, c'est différent de la mère. Voilà, c'est différent de la mère. La maman, on sait que les femmes, elles vont parler. Je te renie, je te maudis. Faut envoyer 5 000 ça. Tu es mon fils. Mais le père, quand il dit je veux pas, il veut pas. Il veut pas du tout. C'est pas comme les petits blancs. Le petit blanc, il peut prendre un pistolet. Alors le père, je t'envoie une balle dans la tête et t'inquiète. Le père. C'est là, je suis pas sûre. Il peut le faire et puis il réussit, il construit un immeuble dedans. Mais c'est pas comme ils font. C'est comme ça ils ont grandi. Prends un pistolet, ta main sur ton bâton, mais ta main là est restée comme ça. Et tu peux maudire dedans. En tout cas, je dis que même depuis les femmes, tu dis, depuis même à l'époque, on est dans la bande, on nous dit non, tu vas marier telle fille, tout ça. C'est la tradition africaine. Allez-y, prendre la baraka auprès des parents. Moi, en tant que père de famille, j'ai mon premier fils. Ça ne vaut même pas un mois. Il me voit, il dit non, papa, je vais faire l'immigration, je vais aller en Europe. Je lui ai dit, ok, tu veux aller faire l'immigration en Europe, il n'y a pas de souci. Le lendemain, j'ai rangé tous les bagages tout à l'heure. Je l'ai mis dans la voiture. On allait à Bassam au bord de la mer. J'ai dit, nage dans ça là, tu vas partir. Nage, tu vas partir. Et quand je pense que vous êtes père, hein. Alors, il ne peut pas partir. Franchement. Tellement j'ai pris sa tête. Tu veux partir. Aujourd'hui, la main, il m'a pris celle. Parce que tout sel, la main, c'est rentré dans ses naïfs. Dans quel type de famille vous avez grandi? Bah, j'ai grandi dans une famille griot. Ah, d'accord. Voilà, griot. Mais on est dans la cour. Quand tu es là, dans la cour, il y a la musique, il y a la danse, il y a tout. Donc du coup, tu n'es pas obligé de sortir pour aller apprendre la musique quelque part, non. Donc moi j'ai grandi, donc du coup j'ai vu que non, voilà. C'est ma passion qui est là, quoi. Donc je sais que je peux arriver dans ça. La musique, c'est toute voilà. votre vie. C'est ma vie, c'est mon tout, la musique. Voilà, je ne peux pas faire un autre métier si ce n'est pas la musique. Wow. En France, on m'a proposé des boulots, des trucs, j'ai dit je ne peux pas, je vais faire la musique. L'école, je suis parti, j'ai quitté l'école en CM2. Je ne pouvais pas suivre les cours parce qu'à chaque fois, j'ai grillé les cours. Donc, papa, tu gaspilles ton argent, voilà, c'est inutile de continuer. À chaque fois, je me retrouvais dans les mariages, le tapeur de djembé, à chaque fois. Souvent, le maître, il me voyait, il s'arrêtait comme ça. Salon, c'est ce que tu fais. On va se retrouver lundi. Lundi, je reviens, on me frappe à l'école, et après, ça continue. Donc, j'ai dit que non. Ça ne sert à rien. Et puis aussi, j'ai vu que papa ne pouvait pas continuer à payer la scolarité. Et puis moi, je ne vais pas suivre le cours, c'est pas bon. Mon père, il me demandait toujours les comptes, mais j'étais toujours en train de mentir. Je disais ça. Mon père, bon, c'est quelqu'un, il est calme, il ne parle pas beaucoup. Il me croyait. Tout ce que je disais, il croyait à tout ce que je disais. Et après, il s'en est rendu compte que ce n'était pas vrai, au fait. Que j'étais beaucoup à fond dans la musique. Donc, c'est là que ça commençait à être galère. Vous commencez à avoir le feu à la maison. Le feu à la maison et tout. Donc, il ne voulait pas. Donc, moi, j'ai dit quoi? Si je reste à la maison, il ne va pas vouloir. Donc, il faut que je me casse. À un moment donné, il faut quand même affronter le père. Il faut le regarder droit dans les yeux. Il faut lui dire, écoute, papa, moi, je ne veux pas faire autre chose à part la musique. Est-ce que vous avez fait cette démarche? Je ne pouvais pas. Moi et mon père, je ne me suis jamais assis à côté de mon père comme ça
papa, je vais faire ça, ou soit dire un truc, j'ai toujours eu peur de lui. Il était Je ne sais sévère? pas si c'est le signe de respect ou c'est, je ne sais pas, chez nous, de la manière dont on a été éduqués, j'ai jamais eu le... Même quand je bossais avec lui, pour lui dire, papa, j'ai faim, donne-moi l'argent, je vais la manger, je vais acheter à manger. Je n'arrivais pas à le dire. Des fois, je pouvais prendre le matin jusqu'au soir, je ne mangeais pas. Justement, vous bossiez avec lui Oui. dans quoi exactement? Et tailleur, D'accord. coudais les sacs de voyage, les sacs à la couture, quoi. Donc après les études, vous êtes venu à côté de, Oui, oui, aux je côtés de bossais votre avec père? lui. Je bossais avec lui et puis j'ai vu que non, ça, c'est pas mon truc. Moi, je ne suis pas fait pour aller m'arrêter. Bonjour, madame, il y a les sacs à vendre. Des fois, on te dit, bon, il n'y a pas d'argent, casse-toi. Donc, du coup, j'ai vu que ce n'était pas mon truc, ça. Moi, je veux le public. Mais en même temps, vous vivez sous le toit de quelqu'un qui vous dit fais ça et vous dites non, je fais pas ça, je vais faire ce que je veux. Et après, j'étais plus chez lui. Hein. Ah bah oui, justement, normalement c'est la conséquence. Donc à un moment donné, vous avez dû partir de la maison. Voilà, c'est ça. Parce que si je restais, tu sais, les voisines, les voisins, ils sont toujours là, te démoraliser. Tu sais, c'est ton père. Hey, c'est pas bon, tu vas être maudit, il va te maudire, il va te faire ça, il va te faire ça. Ça, c'est oui, ça, c'est en Afrique ici. Ça, c'est en Afrique ici, ça, c'est notre mentalité. Vous assumez, vous prenez votre valise, comme on dit, votre sac à dos, vous allez suivre votre aventure personnelle. C'est ça. Et quand vous arrivez dans cette seconde famille finalement, parce que lorsqu'on est musicien, on grandit avec des gens, on partage, ça devient une deuxième famille, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez être accueilli comme vous l'expériez ou... Oui, j'ai été accueilli parce que lui-même m'a encouragé, mon ami, parce qu'il fait le même métier comme moi. Donc du coup, quand il y a les mariages, les trucs, on partait ensemble. Ça, c'est différent des troupes de danse, des chorégraphies et tout ça, c'est différent. Ça, je faisais pour avoir des sous, mais quand je partais dans la compagnie, c'était pour vraiment apprendre un truc. Les ballets, les chorégraphies, les rythmes, les différents rythmes de l'Afrique de l'Ouest, même centrale et tout. Donc du coup, j'étais obligé de faire ça pour avoir un peu de sous et puis repartir dans la troupe. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on y aille faire les mariages. Parce que ça se déconcentre. Parce que si tu veux faire le mariage, tu gagnes des sous, mais tu ne veux pas continuer à faire... Voilà. Donc au moment où vous avez l'impression d'avoir trouvé votre indépendance, vous avez l'impression que vous contrôlez votre vie, vous allez vous rendre compte que finalement la décision de papa, sinon de votre père, va avoir un impact sur le groupe dans lequel vous êtes. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Et le chef m'a dit, bon, tu sais quoi, ton père m'a dit qu'il ne faut pas que tu vas faire la musique parce que moi, je ne veux pas de problème, donc je veux que tu t'en ailles. Votre ami? Mon chef. Vos chefs? Voilà, mon chef du groupe. Okay. Donc je l'ai supplié et tout, je ne sais pas où partir et tout. Je l'ai expliqué même comment je suis à la maison et tout, il ne voulait pas comprendre. Il ne veut pas comprendre parce que mon père a dit de partir, voilà. Ok, lui il m'a dit de partir, il m'a rejeté aussi. Je continue dans un autre groupe aussi qui m'ont pris. Et c'est là que je suis resté, le groupe qui s'appelle Moulato. Vous étiez dans le groupe, mais vous dormiez où? Dans le groupe actuel où j'ai intégré. Quand vous êtes parti du premier groupe? Oui, je dormais dans la rue, quoi, avec les amis. Je dors là, ici, demain je dors là-bas, demain je dors... C'était pas fixe, quoi. Est-ce que vous n'avez pas été victime quand même de la mauvaise compagnie ou bien victime de manque d'expérience? Parce que même si votre père vous dit allez-y vendre les sacs, les trucs, on voit des jeunes gens, on dit qui aspirent à la musique, mais quand ils vendent des objets, là, on sait que lui là même, il est fait pour la musique. Il a une certaine manière d'envoyer la musique. Tu peux chanter même en vendant les sacs. Le sac, il est beau, le sac. Et comme ça. Oui, on a vu le petit Dadjou. Voilà. Le petit qui vendait les mouchoirs. Voilà. On appelle ça mouchoir Dadjou. Voilà. Et c'est des stratégies pour peut-être accrocher votre père. Comme ça, vous allez vendre les sacs en chantant. Les gens disent, mais ton fils, il est bien, il chante bien. Et puis ça marche. Quand vous donnez l'argent au vieux, mais en lui donnant l'argent, papa, au fait, c'est parce que c'est ce que je veux faire. Je peux t'envoyer plus que ça si je me professionnalise dans la chose. Je peux vous accorder sa bénédiction. Je pense que finalement, vous aviez j'ai envie de dire, une mission, sinon un objectif bien précis. Oui. C'était lequel? C'est vrai que vous vouliez percer dans la musique, montrer à votre famille, à votre père surtout, que vous pouviez être indépendant grâce à cette musique-là, mais vous aviez un projet particulier, c'était lequel? Mon projet, c'est de pouvoir m'en sortir et mettre les parents dans un bon endroit, quoi, parce que là, quand tu regardes là où ils habitent, quand tu vois les financements, il n'avait plus d'espoir, quoi, parce que moi, je voyais papa tomber, quoi. Je le voyais tomber, parce que lui, il ne voyait pas ça.
D'accord. Moi, je voyais que ça n'allait pas. Et pour vous, ça pouvait passer justement par le fait que vous puissiez aller en Europe, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Donc, le nouveau groupe dans lequel vous allez vous retrouver, votre but, c'est de pouvoir travailler, pouvoir aller en Europe, montrer de quoi vous êtes capable, avoir un peu d'argent et venir aider votre famille. Vous allez faire une première tentative. J'ai essayé et ils m'ont pris, le groupe. Et comme dans un groupe, il y a tout le temps des gens qui râlent à chaque fois. Moi, je suis toujours resté. Et il y avait le chorégraphe du groupe qui était vraiment sévère. Il était vraiment méchant. J'ai dit mon deuxième père, quoi. D'accord. Voilà. Donc lui m'a toujours dit, voilà, c'est comme ça le travail. Quand je suis au travail, je suis vraiment comme ça, mais après le travail, je suis tranquille. Après ça, moi j'ai compris, mon père il était pareil aussi, donc du coup j'ai vu, ah ok. C'est ça, finalement ce que vous avez fui de l'autre côté, là, vous avez retrouvé ça. Voilà. Donc du coup, je suis resté. Et il y a des gens qui partaient à chaque fois, et les gens ils ne voulaient pas parce que le gars il tapait, il était un peu violent et tout. Moi je suis toujours resté, quand les gens ils venaient, moi je les apprends, toujours les balais, toujours. Il y a d'autres qui partent, il y a d'autres qui reviennent encore à chaque fois. Donc du coup, je suis devenu la tête du groupe et j'ai vu que voilà, maintenant j'ai une place. C'est là que je suis que vraiment aujourd'hui, si je dis je me casse, ils vont dire pardon, reste, s'il te plaît, reste. C'est ce que vous cherchiez depuis, enfin trouver votre place. J'ai eu la tête. Mais ça ne suffisait pas, vous vouliez partir en Europe. Oui. Et après, ils ont commencé à voyager, ils ont commencé à me doubler et tout. Ouais, tu n'es pas bien formé, comme ça. Et j'étais trop découragé après. Ils m'ont laissé ici, ils sont partis en Europe, ils ont tourné. J'ai dit, ok, bon, j'ai encore échoué. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai réfléchi, j'ai dit, bon, ok, je vais me casser d'ici encore. Ah oui? Oui. Et j'ai pris mes bagages, je suis parti au Burkina. Je suis arrivé au Burkina, j'ai rencontré un groupe qui s'appelle Faso Denia. D'accord. Faso Denia veut dire les enfants du Faso. D'accord. Voilà, les enfants du Faso. Et j'ai intégré ce groupe avec mon savoir-faire que j'ai fait ici. Voilà, j'ai connaissais beaucoup de trucs, beaucoup de rythmes, beaucoup de choses. Et donc j'ai intégré là-bas, j'ai montré plein de choses. Et donc du coup, ils ont vu aussi que voilà, il a du talent. Voilà. Vous allez en Europe, vous allez faire une jolie rencontre, une très belle rencontre qui va changer votre vie. C'est quoi la rencontre? La rencontre, j'ai rencontré une Française qui m'a vu jouer, qui était, voilà. Elle aime ça. Alors, donc... Et donc du coup, quand je suis revenu au pays, elle est venue me voir au pays, j'ai présenté la famille et tout, elle voulait connaître ma famille, mais je n'ai pas montré mon père. Pourquoi? C'est normal, c'est chaud là-bas. Parce que je ne sais pas si ça allait. Je ne sais pas trop. Non, mais s'il voyait la femme blanche, il allait quand même. Ah bon? On connaît nos parents. Lui, au moins, il avait une femme blanche. Comment? Lui, au moins, il est venu avec une femme blanche, ça allait passer. Préjugé. Non, mais c'est vérifié. Donc finalement, cette rencontre, elle va se solder par un mariage. Voilà, vous allez vous marier. Vous allez pouvoir aller voyager, aller venir comme vous voulez, sans aucun problème. Sans problème. Mission accomplie, j'ai envie de dire. C'est accompli, ouais. C'est ce que j'ai... Voilà. Moi, je ne voulais pas rester dans un groupe et puis partir et puis revenir, partir, revenir. J'ai vu des gens qui sont partis au moins 10 000 fois, mais après, ils sont calés au pays. Ils ne pouvaient plus repartir. Vous êtes parti, vous avez travaillé, vous êtes marié, comme vous dites, vous avez réussi. Est-ce que vous envoyez un peu d'argent aux parents? À papa. J'envoie. Même en étant ici, j'envoyais l'argent. Mon père, il ne voulait jamais de mes sous, quoi. Votre père refusait de prendre votre argent? Jusqu'à présent, il ne voulait pas. Vous envoyez combien comme ça? Non, ça dépend. Non, mais attendez, ça dépend de quoi? L'argent, c'est de l'argent, même si c'est... Non, Demain, le vieux est fâché, là. Il faut que la cagnotte augmente. Est-ce que vous avez essayé de demander pardon? À chaque fois, tu vois, ce que je disais, le voisin, il disait toujours, allez, va voir ton père, va demander pardon. Mais à chaque fois, quand j'essaie d'y aller, quand je vois le visage, ça me décourage. C'est-à-dire, il ne me donne pas l'envie de venir. En fait, moi, j'avais toujours peur. D'accord. J'avais toujours peur, il ne voulait pas même, il ne voulait pas, il était... Moi, je suis quelqu'un, je suis beaucoup fier, en fait. Je suis un peu fier de moi, mais je ne sais pas pourquoi, ce côté, j'ai pris ça de qui, mais je ne sais pas. Si j'ai l'occasion de voir mon papa en face ou avec des gens pour lui dire pardon et de le serrer très fort et de lui demander pardon, je le refais. J'ai vraiment... C'est ce que j'ai... On vous le souhaite. Mon rêve, c'est ça. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de piéger quelqu'un sur ce plateau. C'est vrai? Oui, la personne que je piège est sur ce plateau. Public, devinez qui je piège ici sur ce plateau. Jessica, Raïssa, Philo. Le sage. Eh bien, c'est Aka. C'est toi que j'ai piégé aujourd'hui.
ou que c'est toi que j'ai décidé de piéger aujourd'hui. Ah ouais. Tu as toujours envie de demander pardon à papa? Oui. Tu as toujours envie de l'embrasser? Oui. Vas-y. Ah. J'ai dansé à Varietoscope en 1994 et aujourd'hui, j'enseigne la danse en Allemagne. Varietoscope, en fait, c'est variété. Variété qui est la diversité culturelle et autoscopie qui est cette pédagogie-là même, cette manie-là même de nous observer nous-mêmes, d'observer notre culture. C'est-à-dire la variété culturelle, autoscopie, c'est-à-dire nous faisons, nous voyons à travers notre culture. C'est ça qui est Varietoscope. Vous voyez un peu. J'avais jamais su ça. Voilà, et c'est ça. Et Varietoscope, ça. Non, mais attends. C'est la culture, voilà, c'est notre culture, c'est notre identité, c'était tout là. Quand Varietoscope le samedi à 17h, à partir de 15h, ton papa même il t'envoie par là, c'était à Loco, tu refuses. Lui, il te dit, oui, mon fils, tu as refusé, je ne te ferai rien, parce que je sais que tu attends Varietoscope. Il est content même, il est content de toi, de lui avoir, c'est-à-dire de l'avoir obéi. Voilà. De lui avoir des... C'est Varietoscope. C'est ça. Vous l'avez dit. Barthélemy Nabo, Varietoscope, c'est-à-dire quand même mes amis même comme ça là. J'étais content. Et les groupes qui étaient, il y avait tellement de groupes à cette époque-là. Varietoscope, c'était... Mais avant de parler du groupe, est-ce que vous vous souvenez du générique? Du générique. C'était ça à l'époque. Et il y avait, on annonçait, Afoubenou de Sagassou. Système de Samatigila à 17h, il y avait Abou Soher de Grand Bassam. Rien qu'entendre le nom, ça donne envie de regarder. Il y avait aussi le handball de Katiola. Le handball de Katiola que j'allais citer à la fin. Et surtout même le Coltiel Pan de Korogo. Tout ça, c'est un groupe. Et les groupes là venaient souvent la veille, ils tombaient. C'était l'amour. C'est-à-dire, on avait envie, on était ivoiriens, on était fiers d'être ivoiriens. Et il y avait tout un programme autour. Il y avait même les, comment on appelle, les faits. Les quoi? Faits coutumiers, avec des narrateurs, oui, c'était la joie. C'était vraiment une émission très riche. Vous allez en Allemagne, c'est ce que vous allez enseigner. Donc allez-y enseigner cette culture africaine-là aux Allemands. Ça va pas être facile pour vous, parce que l'Allemand, même les étudiants sont là, la date même là, ça prend 8 lignes. Donc si vous devez tout expliquer encore, ça va pas être facile pour vous. Merci beaucoup. Comment votre talent de danseur a-t-il été décelé? Mon talent, c'est venu, parce que l'homme même ne peut pas parler de son talent, c'est ceux qui connaissent l'homme qui parlent, tu vois là, qui en parlent de ça, et voilà. Moi, mais ça a commencé comment? Quand vous étiez petit? C'est toujours comme tout un dans tout chacun, son talent vient quand il est petit. Donc du coup, moi, j'étais petit, j'étais très talentueux. Ma soeur m'avait dit que moi, à chaque fois, quand on chante, je danse, ou bien je fabrique les instruments de musique et tout ça. Donc déjà, il y avait ça. Mais j'étais très bon au football. Tu vois, je jouais très bien. Mais j'habitais un quartier qu'on appelle Abobo, que tout le monde connaît. Là-bas, soit tu deviens ça, chacun devait faire son choix. Donc, je jouais au foot, mais dans la danse, ça fonctionnait pas. Et chaque fois, j'avais des amis comme Tony, Manadia, qui étaient avec moi tout le temps. Et on partait danser dans la rue, devant les discothèques. Avant, c'était les discothèques. Tu viens, tu fais un pot pourri, mixage comme Pablo et tout ça, on danse. Donc, on avait déjà une base. Nous, on était vraiment créatifs. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose, on ne copie pas. On essaie d'amener autre chose, de nouveau. Donc, on était comme, voilà. Donc, du coup, et c'est comme ça, petit à petit, vous vous êtes retrouvés dans le groupe Kambonou. Avant Kambonou, on avait le Jouet System. Il y avait le Jouet System qui était vraiment un groupe familial. C'est ça? Ok. C'était la famille, c'était à Bobo. Le Jouet System, c'était une famille. Donc, il y avait beaucoup de danseurs et nous, on était les chorégraphes de ce groupe-là. Et presque tous nos danseurs sont en Europe et d'autres sont ici. Là-bas, c'est là qu'on a commencé. Et il fallait sortir de là pour apprendre d'autres choses.
Voilà, donc c'est ainsi que je suis allé à l'éveil d'Adjamé un peu, je suis allé à Divo, je suis allé maintenant au Cambonousta, je suis resté au Cambonousta et on a remporté. Et oui, justement, c'était en 1994, mais là, il s'est passé quelque chose. C'est vrai que vous remportez, mais vous sortez de là avec une grosse frustration. Vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé? Ça, c'est vraiment... je peux expliquer. À Cambonousta, moi, comme je venais d'Abobo, j'avais un style à part qu'on appelle carré-carré. Aujourd'hui, tout le monde danse. Ça, c'est mon style de carré-carré. Aujourd'hui, tous les artistes pratiquent ça. Ah bah, ils ne savent pas qui est le père de la danse. Carré-carré, c'est comment? On fait comment? C'est la danse les arrêts s'imagent. Quand tu danses, il faut plaire. Et puis tu bloques. Un peu carré. Soit précis. Précis et avoir un coup d'œil. Quand tu danses, il faut plaire, il ne faut pas danser pour toi seul, il faut partager l'énergie. Je peux avoir 500 personnes et dès que je monte sur la scène, je ne sais pas où ça vient, mais l'énergie vient et je partage ça. Chacun a son cadeau. Cambonous, ils étaient ensemble, ils ont travaillé ensemble, ils ont tout fait, ils ont tout fait ensemble. Donc moi, je suis venu dans le groupe, mais ils n'acceptent pas comme ça, si tu n'as pas le même esprit que eux. Donc du coup, j'étais dans ce groupe-là et... En dansant, il y a un danseur, j'étais dans un ballet déjà, et il y a un danseur qui est blessé, le meilleur danseur même de Cambonou, il s'appelle Léopold, qui est blessé. Donc, vous savez, quand on danse, et tu sautes, tu as la plaie et tu danses toujours. Après, ça s'enfle. Voilà. Donc, lui, c'est enflé. Oh là là. Donc, les autres ne voulaient pas accepter, c'est lui. Tout est basé sur lui. Donc, il fallait quelqu'un pour le remplacer. Donc, tout le monde me voyait comme un sorcier. Ça m'a fait mal. Oui, genre vous étiez à la base de son malheur. Donc, parce que finalement, c'est vous qui avez été choisi pour le remplacer. Pour le remplacer. Et c'est comme ça. Et on a remporté. Grâce à moi, ils sont allés en finale. Mais comme ça boudait, je ne me sentais pas bien. Je n'étais pas trop à l'aise là-bas. Donc, on a remporté. Et là, je suis parti avec une rage de vaincre. Et je suis retourné au Becaille avec mes amis. Tony et Abobo. Et Tony, même les Adrienne Couteau, on travaille avec nous, nos vieux mères, Siriki, tout ça, là, on a travaillé ensemble, mais c'est nos vieux pères, vieux mères. Donc du coup, on a refondé encore le groupe et on est venu en force avec un autre nom, un groupe qu'on appelle le Walewako des Grands là-haut. On écrasait tous ceux qui sont devant nous. Donc après ce Cambonousta, ils ont représenté Djekanou. Donc on s'est croisés en demi-finale, on a écrasé Cambonousta de Djekanou, un truc. Voilà, donc j'étais heureux de battre ceux-là. Donc aujourd'hui, après ça, ils m'ont appelé pour aller entraîner encore Cambonousta, mais ce n'était pas au nom de Cambonousta, c'était au nom de Yepougon. Ils ont changé le nom et ils ont pris un groupe de Yepougon et ils m'ont appelé pour aller entraîner ce groupe-là. Tu vois comment ça me fait plaisir. C'est-à-dire de danseur, vous devenez maintenant chorégraphe. Voilà. Comment vous allez en Europe et pourquoi? Moi, j'ai créé maintenant une compagnie. Parce qu'il y avait une dame au Mali qui avait une école de danse qui vous apprenez à faire des projets. Parce qu'un danseur, c'est ça, il faut apprendre à faire des projets. Il ne faut pas toujours rester là, les gens font et puis après tu dis que ouais, ils ont bouffé ton air. Il faut apprendre, ce n'est pas la danse seulement, ça ne suffit pas, il faut apprendre aussi des projets. Donc dans ça, je travaille avec la dame et j'ai créé maintenant une compagnie qu'on appelle Sikan Afro. Parce que je voulais être moi-même chef. D'accord. Voilà, donc j'ai créé au nom de moi. Donc le metteur en scène, c'est un Français. Et moi, j'étais le chorégraphe, en même temps l'acteur principal. C'est-à-dire que là, si c'est pour voyager, là, c'est moi-même qui bouge là-bas. Donc du coup, j'ai eu une subvention. On me donne une somme totale comme ça. Et maintenant, j'ai une tournée africaine et une tournée européenne. J'ai fait la tournée africaine dans les CCF. Le CCF qui m'a aidé aussi. Donc j'ai fini. Et maintenant, l'Europe, je suis allé, j'ai fini toutes mes dates. Et puis maintenant, il me restait un mois. J'ai dit, bon, soit je reviens, soit je reste. J'ai gagné temps. Finalement, vous restez en Allemagne. Et je veux dire, vous allez rester chez votre grande sœur, je crois, qui va permettre que vous soyez dans une situation légale. Et après cela, qu'est-ce que vous décidez de faire concrètement? Je sais que vous êtes toujours dans la danse, mais comment est-ce que vous gérez et comment étaient vos débuts en Allemagne? En Allemagne, il fallait la langue. Ma soeur dit, il faut apprendre la langue. J'ai vu ça un peu difficile, donc mes amis de la France m'appelaient. Et tu me viens, tu fais quoi si tu viens? Ma soeur a dit, si tu vas en France, tu penses que tes amis là, ils sont au beurre là-bas, ils t'appellent. Reste ici et lutte. Si tu es déjà arrivé ici là, tu n'as pas besoin de partir. Donc reste ici et du coup, je suis resté 3 mois, je suis dedans.
Je commence à parler, mais elle a dit non, ça suffit, va à l'école. Donc, je suis allé un peu à l'école et j'ai eu mon B1. B1, ça, c'est diplôme. Ça, il faut avoir ça pour pouvoir... C'est vraiment le minimum, voilà, quoi. Le minimum. C'est CP de là-bas, en fait. Yeah. Ouais, en quelque sorte. C'est un truc comme ça. Donc, il faut avoir ça. Et après, tu montes encore un peu. Si tu veux aller continuer. Donc, du coup, j'ai fait ça. Et j'ai eu encore de la chance pour travailler avec les hommes de Zumba. Ils sont très célèbres. Voilà, c'est brésilien, la Zumba? Non, la Zumba, c'est pas brésilien. Zamba, c'est Africa. Africana, c'est Angola. Zamba, Angola, super. Donc, Zamba, c'est Brésil. Zamba, et Zumba, c'est Dominicain. Celui qui a créé s'appelle Beto. Mais moi, comme je ne finis pas de chercher moi-même, donc du coup, Arafat a dit cherche pour toi. Vous arrivez à vous intégrer, mais je suppose que quand vous arrivez, vous constatez qu'il y a forcément des chorégraphes, des danseurs. Qu'est-ce que vous décidez d'apporter de plus? Voilà. Donc, tout mon bagage... J'ai l'impression que c'est la question que vous attendiez. Tout mon bagage, ma vieille bosse traînait ici et tout ça un peu partout en Afrique. Il y avait déjà vraiment quelque chose. Donc, j'ai commencé avec les hommes de Zumba et je voulais être spécial. Ça veut dire je voulais avoir un style. Vous démarquer. Voilà, démarquer des autres. Parce qu'on est plus de 500 chorégraphes. Donc, pour être auprès des chefs, il faut avoir un style. Tu vois, il prend un peu partout. Il prend un peu partout. Donc, moi, je suis venu et dit, moi, je fais Sikan Afro. Et donc, j'ai parlé de la danse à Bongo, le Yakiana et tout ça. Et quand il a vu ça, il me dit, danse, viens voir. Et comme danse, viens voir en baoulé, c'est mon nom. Donc, j'ai dansé. Donc, j'ai essayé de moderniser ça en fitness. D'accord. Voilà, donc c'est ainsi il m'a engagé. J'ai eu des licences. Il y a eu au moins 6 licences. C'est-à-dire, oui, 6 licences de comment on appelle ça, Aquazumba. Et sur les chaises aussi. D'accord. C'est pour le fitness. Donc après, j'ai dit, bon, ça ne me suffit pas. Je veux être moi-même chef. Et voilà, j'ai créé le Sikan Afrofit que je fonctionne avec ça. Vous êtes passionné d'Internet et vous voulez en faire un métier? La caravane du Move Cyberlab 2019, en partenariat avec les mairies, arrive chez vous. San Pedro, du 12 au 15 juillet. Gagnoa, du 17 au 19 juillet. Divo, du 22 au 24 juillet. Abengourou, du 29 au 31 juillet. Pour des sessions accélérées et gratuites en marketing digital, marketing d'influence, vidéoblog, gestion de crise en ligne, technique de sécurité web. Tu veux en profiter? Ça dépend de toi. Inscris-toi maintenant sur le site www.move.com. Move. No limit. Prêt à perdre la tête? Vivez toutes les émotions de la CAN Total 2019 sur les chaînes du groupe RTI et nos supports digitaux. Oui, ne ratez rien de la CAN Total 2019 avec les plateaux de match, nos capsules inédites et nos émissions spéciales présentées et commentées par nos experts. RTI, diffuseur officiel. Je pense avoir une bonne culture générale malgré mon niveau CM1. La culture générale, il faut avoir un bon repère pour aller. On n'a pas besoin d'aller loin à l'école pour savoir que celui qui tarde à répondre à votre texto est en train de vous mentir. On n'a pas besoin d'aller loin à l'école pour savoir qu'il ne faut pas, il faut pas se coller à tout, il ne faut pas faire confiance à tout parce que le sel ressemble à du sucre. Oui, ça c'est sûr. On n'a pas besoin d'aller loin à l'école pour ça. Ceux qui sont allés loin à l'école, non mais ils ne savent pas ça là, mais c'est choses élémentaires là. Moi je vais dire, le cri universel des bébés c'est quoi? Quand un bébé naît, le cri universel, tous les bébés. C'est ça? Oui, non, bébé hollandais, le vrai. Ça c'est le cri universel, c'est que tout le monde connaît. Ça vous dit que nous sommes, quand nous venons au monde, nos mamans sont là, quand on vient au monde, on est au même niveau, au même degré d'intelligence. Tous les bébés sont intelligents. Mais quand vous venez, vous sortez de la maternité maintenant, qu'est-ce que vous faites de vos ménages? C'est ça qui est la culture. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas école. Qu'est-ce que toi tu fais? Même voleur là, il est intelligent. Un voleur il est intelligent. Prends quelque chose qui ne t'appartient pas, ça qu'on t'attrape, il est intelligent. Oui, un voleur il est intelligent. Il a une raison de culture générale pour ça. Même un menteur, c'est quelqu'un qui est intelligent. Quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui est intelligent. Bon, nous disons des contre-vérités. Et là, nous disons des contre-vérités. Un menteur, c'est celui qui dit Docteur Philo, tu es laid. C'est un menteur. Mais nous êtes beau. Voilà. Et celui qui dit Docteur Philo, tu es beau. Oh, que tu es beau. Oui, c'est la vérité, la pure vérité. Parce que... À l'issue d'une bagarre, vous abandonnez l'école. Alors, qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Qu'est-ce qui a déclenché cette bagarre?
j'étais vraiment turbulent beaucoup. Puis, j'aime, ou du moins j'aimais, puisque je n'aime plus, j'aimais beaucoup me bagarrer. Voilà, j'aimais montrer un peu mon côté de ce que je pouvais faire. Donc, j'avais juste un ami de classe qui me provoquait tout le temps. Il me parlait de ma tête qui était scindée en deux. Voilà. Alors, je lui disais, mon ami, tu ne sais pas de quoi tu parles. Parce que, et tu ne sais surtout pas à qui tu as affaire. Voilà, tu ne sais pas surtout à qui tu as affaire. Parce que je vais te... quelque chose. Voilà. Je vais te quelque chose. Je vais te quelque chose. Alors, ça m'a fait mal parce que j'ai plusieurs fois interpellé notre maître d'antan. Il n'a pas fait cas de cela. Et le jeune a continué, il a continué. Et un jour, j'ai dit, OK, j'ai ton remède. J'aimais aller à l'école avec les petites boîtes de... c'est pas de Matlaton là. L'intérieur est blanc. Alors, je lui ai dit, mon ami, viens aujourd'hui, on va faire la paix. Et puis, il s'approche de moi. Moi, je mets le truc en bas de la table là, et puis j'enlève. Et puis, je mets sur ses deux yeux. Oh là là, c'est pas gentil. Voilà. Franchement, ça m'a pas fait plaisir, mais en même temps, je me suis vengé. Voilà, je me suis vengé. Et ça m'a coûté ce que... Surtout à ne pas reproduire. Hein. Oui, ne faites pas ça chez vous. Oui, je regrettais parce que cet ami, et après, on est devenus de beaux amis. Mais je lui ai dit tout simplement que quand tu sèmes quelque chose, ça pousse. Voilà, donc il avait provoqué une chose, donc il devait s'y attendre à ma réaction. Et c'est ainsi que la directrice a été interpellée et ils m'ont mis une semaine de mise à pied. Et après une semaine de mise à pied, j'ai reçu la visite de notre chef de classe avec une autre élève, me disant comme ça que le maître souhaiterait que je revienne pour reprendre les cours. Et moi qui dis à cet ami, mon ami, je suis désolé parce que le temps que j'ai passé à la maison m'a fait comprendre que le maître est injuste. Voilà, il a été injuste envers moi parce que tout le temps où cet ami-là me provoquait, j'ai eu à l'interpeller. Il n'a pas fait cas de ça. Et c'est pour moi là qu'on me met mise à pied, donc il est injuste. Il a fait de l'injustice, donc moi, je ne vais plus dans sa classe. Parce que vous pensiez que vous alliez à l'école pour lui. Voilà, c'est ce que moi je pensais. Vous ne savez pas que c'était tout à votre avantage. Voilà. Et j'ai décidé comme ça, unilatéral, de ne plus mettre mes pieds à l'école. Et les parents, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, mon père m'a appelé, il m'a dit, mon petit, tu cherches quoi dans la vie au fait? Et je lui ai dit, papa, le monsieur là, il a été injuste. Il dit, mais donc toi, tu n'aimes pas l'injustice? J'ai dit, non, je n'aime pas l'injustice. Parce qu'il a été injuste envers moi, je ne vais plus aller dans sa classe. Il dit, OK, on peut te changer de classe. Il dit, c'est même pas la peine même. Tout qu'on fait, sa réaction va affecter les autres maîtres. Donc du coup, voilà, je ne sais pas, mais une chose m'a animé, une colère intérieure m'a animé et je voyais tout le monde, ou du moins tous les maîtres injustes. Donc du coup, j'ai dit, je ne mettrai plus mes pieds dans cet établissement-là. Mon père m'a dit, OK, donc tu veux faire quoi? J'ai dit, bon, je vais faire tout ce qui me tombe sur la main. Ils n'ont pas insisté. Quand même, je veux dire, vous êtes au CM1, ce n'est pas vous qui décidez. Exact. C'est pas vous qui décidez, les parents doivent vous obliger pratiquement à aller à l'école. Quand vous serez grand, vous déciderez de ce que vous voulez faire. Ma mère a insisté. Mais vous savez, franchement, au fil des temps, j'ai cru comprendre ou croire qu'il n'y a pas de hasard. Parce qu'ils n'ont pas eu la force matérielle de me ramener à l'école. C'est comme s'ils avaient, sans le vouloir, accepté ma volonté de ne plus retourner en classe. Peut-être que votre volonté était plus grande que leur autorité. Exactement. Voilà. Donc, quand vous parlez de force matérielle, c'est quoi? C'est quoi? Vous attendez quoi? Qu'on vous donne de l'argent pour partir? Non, quand je dis force matérielle, parce que j'ai été témoin des amis qui ont été surcotés. Et puis après, les surcotes, ils sont retournés à l'école. Ils sont retournés à l'école. Aujourd'hui même, ils sont en tout cas des grands cadres. Hein, que j'en connais. Il y en a aussi qu'on a soulevé comme ça, le grand frère a soulevé comme ça pour ramener à l'école. Et il y est resté. Mais pour moi, ça n'a pas été le cas. Et après, je me suis posé la question de savoir, mais papa, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas soulevé comme le voisin qui avait soulevé son enfant pour aller? Eh bien, il me disait tout simplement, le voisin n'est pas moi. Et l'enfant du voisin n'est pas toi. Voilà. Donc, je comprenais par là qu'il y avait un chemin que je devais suivre. Et dès lors, que deviendra votre vie? Alors, je décide comme ça de faire un métier. Vous faites quoi? Je décide de faire un métier, je deviens veganisateur. Et ce métier m'a enseigné beaucoup parce que dans ce métier-là, on apprend la courtoisie, on apprend aussi le respect.
Ce que vous refusiez d'apprendre à l'école. Oui, ce que je refusais, il y a le respect parce que quand un monsieur vient garer sa voiture et que le monsieur descend pour demander vos services, tout de suite, vous disiez, oui, monsieur, que désirez-vous? Ou madame, que désirez-vous? Alors, le vouvoiement s'installe et du coup, sans que tu ne t'en rendes compte, tu es en train d'être instruit par ces personnes-là à qui tu rends du service. Et à quel moment tout a basculé? Et après 3 années de formation, pendant que j'étais veganisateur, je croise un ami qui me dit, mon ami, j'ai quelque chose pour toi. Je dis quoi? Il dit, suis-moi, on va au cimetière. Et puis, il déballe, je ne sais pas c'était quoi, mais il déballe, il y avait des herbes un peu partout. Et puis, il tourne ça comme ça, il allume, et puis il dit, fume un peu, tu vas voir. Ben, j'ai dit, je vais essayer. Je fume, et mes yeux commencent à tourner. Il dit, fume encore. Mes yeux commencent à tourner, fume encore. Je commence à rire moi-même. Et je vous assure que c'est parti comme ça. J'ai dit, mais mon ami, c'est comment? Il dit, qu'est-ce que tu ressens? Je dis, je ressens, je suis avec toi, mais c'est comme si je ne suis pas avec toi. C'est comme si j'ai de l'argent, c'est comme si je suis grand, c'est comme si je me sens respecté, je me sens fort. Alors, du coup, quelque chose s'installe en moi et je dis, non, ce truc-là, je ne vais jamais abandonner ça. Et ça commence à m'inspirer, je commence à fumer la cigarette. Je fumais un peu partout, tout ce qui me tombait sous la main, voilà, moi, je fumais. Mais il faut dire que ce qu'il vous avait donné, c'était de l'herbe, c'était de la drogue en fait. Oui, c'était de la drogue. Donc il vous initiait à ça. Moi, je ne savais pas que c'était de la drogue. C'est après que j'ai su que c'était de la drogue. Parce que un jour, nous fumions et puis, tout juste à côté du lieu où nous étions, il y avait un commissariat. Et lui, il a aperçu les agents de sécurité qui venaient, les gendarmes. Et du coup, je ne sais pas comment il s'est arrangé, il a avalé la substance. Et je lui pose la question, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, tu la fermes et puis tu me suis. On a fait 2 ou 3 pas et il me dit, sauve qui peut. Donc je vois le gars qui court de toutes ses forces, je ne le suis pas, moi aussi, je prends une autre tangente. Et le lendemain, on se croise, il me dit, mon ami, si tu ne me suivais pas, à l'heure qu'il est, tu serais en prison. J'ai dit, comment? Il dit, il y avait 2 gendarmes qui ont flairé l'odeur, donc ils venaient nous prendre comme ça. Parce qu'il a vu l'autre qui a dégainé son âme. Et moi, puisque j'étais dans les vapes, donc moi, je ne sentais pas. Or, quand tu es aguerri, tu as tes sens même quand tu fumes. Mais moi, je n'avais pas mes sens. Et depuis lors, les choses ont commencé à tourner de façon catastrophique dans ma vie. Je peux être en face de vous, je peux rire avec vous, mais à l'intérieur, je sentais une souffrance. Et je commençais à regretter le fait que je me sois arrêté en classe de CM1. Parce que mes amis qui me savaient brillant, parce qu'au CP1, j'étais le premier, CP2, j'étais 2e, CE1, j'étais 3e, je n'ai jamais été 4e ou 5e. J'étais entre les premiers, 2e, 3e. Alors, ces amis-là, qui sont devenus des lycéens, des collégiens, on se croise, ils me voient dans tout leur ça. Pantalon, hein, je dis, là, mais attends, mon ami, tu deviens quoi? J'ai dit, je suis un veganisateur. Il dit, mais tu n'es pas allé jusque-là. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Mais tu es un veganisateur, mon ami. Toi, en dictée, on te donnait 10 sur 10 là-bas. En tel matin, on te donnait 10 sur 10, nous, on avait 0. Aujourd'hui, tu trouves là. J'ai dit, mais mon ami, c'est la vie. On fait avec. Mais vous aviez mal après. Mais j'avais mal. Et j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, j'aurais voulu porter aussi, moi aussi, le kaki. Et surtout le bleu-blanc à l'époque. Le bleu-blanc à l'époque. Avec la cravate. Oui. C'était trop beau. J'ai dit, mais je me suis en voulu au point que je dis, il faut que je fasse quelque chose. Et comment vous allez sortir donc de ce gouffre? Alors, un jour, vraiment, j'en avais marre. Je crois bien que je n'ai pas pu dire ça à mes parents, mais peut-être qu'aujourd'hui, ils le sauront. J'ai voulu me suicider. Parce qu'à l'intérieur de moi, ça n'allait du tout pas. Et il y avait une église, bon, moi, vous savez, hein, les chrétiens annonçaient l'évangile, mais moi, ça ne me disait absolument rien. Et du coup, je suis allé dans cette église-là, étant fermé, il faisait un soleil de plomb. Et je me suis mis en genoux, comme pour dire que quand c'est difficile, c'est là qu'on cherche vraiment la solution. Hein. Je me suis mis en genoux, j'ai dit, attends, je ne sais pas s'il devait dire Jésus ou bien quoi, mais j'ai dit, on dit que tu es Jésus, tu es Dieu, bon, tu peux sauver. Moi, je suis dans une situation extrême, viens et sauve-moi. Je n'en peux plus. Mais quand je fais cette prière et puis je suis parti, moi, je ne savais pas ce que je venais de faire. Et je suis allé 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bon, il y a un monsieur qui m'annonçait le Christ. Je suis allé le trouver, il dit, mais monsieur, excusez-moi, mais je veux vous suivre à l'église. Il dit, ah bon, il dit, je vous suis à l'église. Ah,
Moi, j'ai appris que tu te drogues. Et il dit, il faut laisser ça. Je vais te suivre à l'église. Si je me drogue, on va voir ça à l'église. Et quand je suis allé à l'église, bon, je partais à l'église pour aller à l'église. Parce que quand je sors, je vais à la boutique, j'achète ma cigarette et puis je fume. Et puis bon, la vie continue. Et un jour, un diacre me dit, ben, mon ami, soit tu as changé ou soit tu n'as pas changé. Hein. Parce que tu viens à l'église et tu sors, tu fumes et tu fais la même chose que celui qui ne vient pas à l'église. J'ai dit, tiens, il dit, oui. J'ai dit, ben, comment je fais? Il dit, ben, demande à celui qui t'a envoyé ici. Et je suis parti, il dit, ben, Dieu, il faut que tu m'en sortes. Progressivement, les voilà, choses ont progressivement, changé. il faut que tu m'en sortes. Et quelques mois plus tard, vous allez devenir dirigeant dans cette église. Par hasard. Le pasteur d'abord qui me dit, mon ami, je pense que tu as un talent. J'ai dit, oui. Il dit que je pense que tu as un talent, mais pasteur, moi je sais que voilà, les pasteurs font des grandes études, mais moi j'ai un niveau CM1. Avec quel talent je peux conduire un peuple de Dieu? Il dit, ben, ça ne dépend pas de ton niveau intellectuel ou ton niveau scolaire. Ça dépend de ce que tu as dans l'esprit. Il s'inscrit à l'Institut américain de théologie, une école où il faut y aller avec un bac plus 2 minimum. Alors vous avez un niveau CM1. Oui. Comment est-ce que vous avez fait et comment est-ce que vous vous en sortez? Alors, un jour, je suis appelé par mon pasteur titulaire. Elle me dit, il faut que tu sois formé. Parce que si tu n'es pas formé, tu ne seras pas crédible. Il faut que tu sois formé et que tu saches ce que tu dis. Afin que, quand il va y avoir des revers, tu saches sur quoi t'appuyer pour te défendre. Alors, je dis, ok, j'accepte. Mais elle aussi, quand je lui dis mon niveau, elle est étonnée parce que une femme serait rentrée dans son bureau pour lui dire, mais ton petit, il est éloquent, il s'exprime bien. Ben, donc elle me demande, mon petit, dis-moi, quel est ton niveau fait, ton niveau d'études? J'ai baissé la tête et puis j'ai commencé à réfléchir. Est-ce que je dois lui dire, j'ai un niveau CM1 ou bien je dois lui dire, j'ai un autre niveau? Donc là, est-ce que je dois mentir ou je dois dire la vérité? Dieu vous voit si vous mentez. Hein? Vous comprenez? Et je dis, mais Seigneur, quelle est cette question-là? Il faut que je dise la vérité. Je lève ma tête et je dis, maman, j'ai niveau CM1. Et la dame se lève comme ça de sa chaise et dit, mais c'est pas possible. Attends, dis-moi, tu n'as pas une autre formation parallèle? J'ai dit, non, je n'ai pas une autre formation. Elle dit, c'est le don de Dieu pour toi. Il faut dire qu'entre-temps, le premier pasteur que vous avez rencontré, vous avez initié à la lecture. Il m'avait initié à la lecture, il m'avait vraiment aidé beaucoup. Comment il fallait s'y prendre lorsque tu es au milieu, n'est-ce pas, des personnes de l'Assemblée. Comment il fallait d'abord se tenir, s'exprimer. Comment il fallait s'exprimer. Il fallait étudier les temps, la conjugaison. Donc, du coup, je me suis retrouvé à apprendre avec ce pasteur, en même temps que j'apprends avec le Seigneur les choses que je n'ai pas apprises à l'école. Ah, c'est cela. Donc, du coup, je me retrouvais même avec des amis qui avaient le bac, mais quand on s'exprimait, eux, ils pensaient que moi, j'avais le bac plus 1, plus 2. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas sauter les étapes parce qu'elles vous rattrapent après. Oui, voilà. Jessica Bomba. Mais justement, à aucun moment, vous vous êtes dit, il faut peut-être que j'aille un peu plus loin, que je passe mes différents concours. Parce qu'on voit des gens qui, même à 30 ans, 40 ans, passent leur BPC ou leur bac. Oui. Ça vous a jamais traversé l'esprit ou... Ça m'a toujours traversé l'esprit. Mais qu'est-ce qui vous a freiné? Et je me suis dit qu'après ma formation, là, je vais m'y atteler. Si je peux avoir le summum des diplômes en Diémé, je vais l'avoir. Ça, c'est un challenge que je me suis donné. Et quand je vais m'inscrire, le directeur me dit, tu as quel niveau? J'ai dit, j'ai le niveau CM1. Il dit, monsieur, c'est pas possible. J'ai dit, pourquoi c'est pas possible? Il dit, non, c'est pas possible. Le niveau CM1, qu'est-ce que tu vas comprendre? Ce sont les modules qu'on donne ici, là. C'est ce que ces professeurs-là donnent dans les universités aux États-Unis. Donc, tu ne peux pas avoir un niveau CM1 et puis comprendre ce qui va être enseigné. Je lui dis, OK, essayez-moi. Si je ne peux pas, renvoyez-moi. Il dit, vous dites quoi? Il dit, essayez-moi. Au pied du mur, si ça ne marche pas, renvoyez-moi. Il dit, OK. Donc, j'ai commencé les cours en 2015 et je vous assure qu'il est le correcteur. Et quand il corrige et puis mes notes viennent, quand je regarde, moi-même, je souris. Et lui aussi, il sourit avec moi. Et il m'a appelé et me dit, mon ami, tu t'imagines si tu allais loin, à l'école, ça n'allait pas être ce que tu es en ce moment. Et il m'a dit, ne te laisse pas abattre.
Parce que quand tu es venu t'inscrire et que je ne voulais pas, à l'intérieur de moi, une voix m'a dit, accepte cet enfant. Si tu l'acceptes, tu verras les prouesses qu'il fera.